Bien, bonjour. Nous avons vu dans le cours précédent que certaines zones de la Méditerranée ont été exportatrices d'huile sur la longue durée. Les côtes de l'Adriatique, l'Espagne, l'Afrique, les rives de la mer Égée. Ces régions ont produit des amphores destinés au commerce de l'huile depuis l'époque archaïque jusqu'à l'Antiquité tardive, afin de répondre à la demande d'huile des régions qui en manquaient. Ces régions d'importation présentent des caractéristiques communes. Il n'y a d'exportation d'huile que vers les lieux où existe une demande culturelle forte, car l'huile d'olive n'est pas indispensable. Nous avons vu que le gras animal et d'autres huiles végétales sont plus couramment employées dans des communautés telles que les Celtes ou les Égyptiens. L'huile d'olive n'était importée massivement que dans deux cas. Premier cas, on importait de l'huile lorsque des groupes humains la réclamaient dans des zones situées hors de l'ère méditerranéenne et lorsque la demande urbaine excédait les capacités de production du territoire économique d'une ville. Dans ce premier cas, l'huile d'olive est un marqueur culturel que demandent, par exemple, les colonies grecques implantées dans les zones non productrices telles que le nord de la mer Noire. Polybe, au livre 4, paragraphe 38, sous paragraphe 5, indiquait au IIe siècle avant notre ère qu'elles importaient de l'huile en échange de miel, de salaisons de poissons, de bestiaux et d'esclaves. Il écrit que nous leur expédions de l'huile et des vins de toute espèce dont nous avons plus qu'il ne faut pour notre consommation. Et il dit que les Grecs ne pouvaient être privés de toutes ces denrées et que les habitants de Byzance tiraient un grand profit de ce commerce. Un autre type de consommateur, culturellement déterminé, est le soldat italien ou méditerranéen. Des marchands approvisionnés en huile d'Espagne, d'Afrique, d'Istrie ou de mer Égée, les troupes romaines stationnées dans le nord de l'Europe, sur le Danube, et dans des lieux isolés comme le désert. C'est ainsi que les militaires en poste au Mont Scloudianus ou à Didymoi, dans le désert oriental d'Égypte, commandaient, tout comme leurs homologues de Vindolanda en Bretagne ou de Haltern ou Hofheim en Germanie, au 1er et 2e siècle, de l'huile d'Espagne dans les Dresselvins, de l'huile d'Afrique, de l'huile de Tripolitaine, et nous l'avons vu de la mer Égée dans les Dressel 24. Dans le deuxième cas, la demande d'huile était provoquée par l'augmentation démographique des villes devenues capitales régionales ou impériales. Leur croissance était telle qu'il fallait importer massivement toutes sortes de produits alimentaires, céréales, salaisons de poisson et de viande, vin et huile. Dans le cas de Rome, puis de Constantinople, il fallut organiser toute une filière d'approvisionnement avec des incitations fiscales pour les marchands afin d'éviter les pénuries, car la consommation dépassait de loin les productions régionales d'huile, qui restent peu visibles pour nous, car, comme nous l'avons vu, elles étaient apportées en outre. C'est le cas, par exemple, de l'huile de la région de Rome ou, je pense, de l'huile d'Apulie. On peut citer d'autres exemples. Nous avons vu lors du cours précédent le cas de Marseille grec, qui, doté d'un petit territoire, a dû importer de l'huile d'Espagne dès le VIe siècle avant Jésus-Christ pour subvenir à ses besoins. Autre exemple, sur la longue durée, la ville d'Alexandrie est aussi emblématique. Sa population nombreuse, en partie composée de descendants de colons grecs, demandait de l'huile d'olive. Or, Strabon, livre 17, paragraphe 1 sous paragraphe 35, écrit que, mis à part le Fayoum, je cite, « l'Égypte ne possède pas d'oliviers à l'exception des vergers proches d'Alexandrie qui peuvent donner des olives mais ne fournissent pas d'huile. » Il témoigne donc d'oliviers produisant des olives pour la conserve, mais pas de production locale d'huile d'olive. D'ailleurs, la thèse de Valérie Pichot, soutenue ce mois-ci, et intitulée « Aux portes d'Alexandrie, le développement de la maréotide hellénistique et romaine », a montré qu'il y avait très peu d'huileries dans la région au sud-ouest d'Alexandrie et que celles qui ont été retrouvées en fouille sont toutes datables de l'Antiquité tardive. Alexandrie importa donc au cours de son histoire de l'huile de Brinde, puis d'Espagne, d'Afrique et de Tripolitaine, outre bien sûr celle du Fayoum, sans pouvoir faire totalement face à la demande,
puisque selon le Talmud, dans le traité du Shabbat, paragraphe 26a, la seule huile aisément disponible à Alexandrie était l'huile de radis, cet Oleum Raphaninum dont Pline et de nombreux papyrus indiquent effectivement que l'Égypte en produisait beaucoup. Ces particularités de l'offre et de la demande expliquent que les types d'amphores à huile soient nettement moins nombreux que ceux d'amphores à vin ou à salaison de poisson. Ces deux produits étaient commercialisés en bien plus grande quantité et diversité que l'huile, et ceci pour deux raisons. D'une part, l'huile est un produit concentré qui est extrait en petite quantité et qui est consommé pour la nourriture et pour les soins du corps en proportion plus réduite que le vin ou les conserves de poisson. En clair, la demande est peu élastique, à la différence du vin, qui est avant tout une drogue dont la consommation est très extensible. Il est donc normal que les amphores à huile soient nettement moins nombreuses que les autres, sauf exception, comme l'approvisionnement organisé de la ville de Rome. D'autre part, les variétés de vins et de produits à base de poissons sont bien plus nombreuses que celles de l'huile, dont le commerce porte surtout sur l'huile d'olive et dans une bien moindre mesure sur certaines huiles de graines, comme l'huile de ricin utilisée pour les lampes, comme nous allons le voir. En conséquence, on constate à la fois la grande variété des amphores à vin et à poissons, mais aussi des différences de taille. Certains vins de prix étaient en effet exportés dans de petits conteneurs, des cruches ou des lagènes, c'est-à-dire des espèces d'amphores à fond plat et à 2 anses, ce qui ne semble pas avoir été le cas pour l'huile. Les vins communs étaient expédiés dans de grandes amphores et puis surtout dans des tonneaux, de même que les salaisons de poisson. L'huile d'olive non traitée, c'est-à-dire non parfumée, n'était pas un produit de luxe, ce qui explique qu'il n'y ait pas d'attestation de trafic en petits conteneurs, même si les anciens savaient apprécier ces différentes qualités, comme nous allons le voir maintenant. Selon la variété des olives, le degré de maturité, le mode de détritage, la phase de décantation, la région d'origine, la qualité de l'huile d'olive varie fortement. Les anciens distinguaient donc plusieurs sortes d'huiles propres à divers usages allant de l'alimentation aux soins du corps ou à l'éclairage. C'est à l'époque romaine que les sources écrites établissent les distinctions les plus nettes, mais il ne fait pas de doute qu'elles remontent bien plus haut. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait à la fois des distinctions communément acceptées et d'autres propres à chaque auteur. Alors essayons de sérier les diverses catégories et leurs fondements. Commençons par les variétés. Les olives, selon leur variété, ne donnent pas toutes la même huile. En Italie romaine, les auteurs d'écrits agronomiques indiquent principalement 5 variétés très prisées pour la qualité de leur huile ou leur rendement. La Liciniana, citée par Caton, De Agricultura 6.2, et par Varron, en Res Rusticae 1.24.2 et par Pline, dans l'histoire naturelle 15.6, la Colminia, mentionnée par Caton au même paragraphe et par Varron aussi au même paragraphe, la Sergia, qui est mentionnée par Columelle en 5.8.3 et repris par Palladius en 3.18.4, la Contia, qui est citée par Pline en 15.13, et l'Oleastella, appelée aussi Salentina ou Calabrica, citée par Caton en 6.1, Varron au même paragraphe 1.24 et par Columelle au livre 12, paragraphe 51.3. Ces variétés sont un peu les équivalents de nos huiles dites de cépage, un produit haut de gamme que préparent certaines huileries telles que la coopérative de Clermont-Lérault par exemple, ou les huileries de Buis-les-Maroni dans le Vaucluse. Toutefois, les analyses réalisées sur les noyaux d'olive montrent que l'huile était extraite de plusieurs variétés mélangées. En effet, les oliviers n'étant pas autoféconds, il faut mélanger les variétés pour s'assurer une récolte correcte. Les indications des auteurs latins nous indiquent donc qu'il faut les prendre avec certaines nuances. Plutôt que
des monovariétés, il s'agit probablement de variétés dominantes. Une deuxième catégorie de classement est directement liée à la maturité. Le moment de la récolte influe grandement sur le produit obtenu. Une distinction de base admise par tous est résumée par Isidore de Séville dans les étymologies, livre 18, 7, 68. L'huile, dit-il, exprimée des olives blanches est dite huile espagnole et les Grecs l'appellent omphacion. L'huile exprimée des olives jaunes avant la maturité s'appelle huile verte. L'huile exprimée des olives très mûres s'appelle huile ordinaire. Pour les usages de la vie, l'huile de la première qualité est l'huile espagnole, de la seconde la verte, de la troisième l'ordinaire. Les auteurs des textes agronomiques grecs et latins distinguaient donc l'oleum acerbum ou aestivum, extraite d'huile d'olive verte, qui était tombée au cours de l'été, et le rendement était très faible. Ensuite, donc, l'oleum omphacium, ou omphakinon en grec, ou selon Théophraste, dans le De Odoribus, et repris par Dioscoride et puis par Pline, dans l'histoire naturelle 12, livre 12, paragraphe 12 et 130, cette huile, qui était faite en novembre à partir d'olives vertes ou encore vertes, était surtout employée pour la médecine et la parfumerie. L'huile blanche, faite avec des olives non encore arrivées à maturité, était en effet considérée comme la plus raffinée, la plus digeste. Athénée, au livre 2, paragraphe 66F, dit que la plus blanche est celle de Samos. Cette huile, si appréciée, pouvait faire exceptionnellement l'objet d'évergésies remarquées. À Pergame, au 1er siècle avant Jésus-Christ, on fit un décret en l'honneur d'un certain Stratone qui, au cours de sa gymnasiarchie, une magistrature qui était chargée de la gestion du gymnase, ce Stratone donc avait fait une distribution d'huile blanche, Elaion Leucone, pour que les éphèbes puissent s'enduire le corps, et il a donc mérité une inscription honorifique pour rappeler cette évergésie. Il y avait ensuite donc l'oleum viridé, issu d'olives commençant à peine à mûrir et dont l'aspect est bigarré. Au dire de Caton, dans le De Agricultura 3.3 et paragraphe 65, et de Columel en 1251, c'est la meilleure huile. Son rendement était à peine inférieur à celui de l'huile mûre, mais son prix était bien plus élevé, et donc là réservé aux élites sociales. Elle était d'ailleurs commercialisée dans des amphores portant des indications précises sur la qualité et le producteur. Une amphore découverte dans les fouilles du Palazzo Corigliano à Naples, que vous voyez sur cette diapositive, porte l'inscription Olei viridis, Luci Serviliatiani, primum, ce qu'on peut traduire, huile verte produite par Lucius Servilius Atianus, huile de première qualité. Empiriquement, les anciens avaient donc déterminé le meilleur moment pour cueillir les olives. On sait maintenant que la maturation complète entraîne une hausse de l'acidité à cause de l'accélération de la lipolyse enzymatique et entraîne aussi une baisse du taux des polyphénols. Au cours du processus d'extraction, l'ajout d'eau destiné à compenser le séchage du fruit, qui se produit lorsque l'olive est très mûre, se traduit par une dissolution des polyphénols qui sont éliminés avec l'émergine au lieu de rester dans l'huile. Or, les études récentes montrent que les qualités gustatives de l'huile et ses effets bénéfiques pour la santé résident en grande partie dans un faible taux d'acidité libre et dans une proportion optimale de polyphénol. Et on arrive donc à l'une des dernières catégories, qui est l'oleum cibarium ou maturum, c'est-à-dire l'huile alimentaire ou l'huile mûre, qui était obtenue à partir d'huile qui était bien mûre entre janvier et mars. En Grèce, on l'appelait elaion koinon, selon Dioscoride, livre 1, paragraphe 30. Son rendement était maximum
mais son prix moins élevé que celui de l'oléum viridé. Et vous avez à ce sujet à voir ce qu'en dit Caton au paragraphe 146, ainsi que Pline au livre 15-23 et Columelle au livre 12-52. Cette huile était faite souvent avec des fruits trop mûrs et véreux, ramassés par terre. Elle était surtout employée pour la cuisine. C'est pour cela qu'on l'appelait Oleum cibarium, l'huile de table. Les classes populaires s'en contentaient le plus souvent. Dans l'édit sur les prix de Dioclétien, daté de 301 de notre ère, un setier d'Oleum cibarium vaut 12 deniers, alors que le prix d'un setier d'huile de la meilleure qualité, l'omphacium, est fixé à 40 deniers, c'est-à-dire 4 fois plus pratiquement. Cette huile, issue d'olives le plus souvent fermentées, était forte. Les agriculteurs et les classes populaires la voulaient ainsi car ils y étaient habitués. À l'époque moderne, le comte de Sinetti écrira dans un ouvrage qui s'appelle L'agriculteur du Midi, paru en 1803, que le paysan, consommant sa propre huile, n'a pas besoin de la faire bonne. Il vaut mieux en avoir plus, et sa mauvaise qualité, selon Sinetti, était une incitation à en manger moins, donc à économiser. Ce comportement des agriculteurs et des paysans a toute chance de remonter très haut dans le temps. Troisième grande catégorie de classement des huiles est liée au phénomène du détritage et de décantation. En Judée, patrie de l'olivier, 3 catégories d'huiles sont constamment mentionnées dans la Mishnah et dans le Talmud. Mais les rabbins ne s'entendaient pas sur les définitions. Selon le Talmud de Babylone, dans le traité Menhot 86a, le rabbi Yehuda ben Ilai, qui vécut au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, disait, je cite, « Les olives sont écrasées dans le moulin et placées dans l'escourtin. L'huile qui s'écoule alors est la première. L'escourtin empilé et pressé par l'arbre coule la seconde huile. Puis la pâte, broyée à nouveau et pressée une seconde fois, donne la troisième huile. » Et pour faire l'huile destinée au temple, il fallait, selon le rabbi Yehuda, que les olives soient écrasées dans un mortier et non dans un moulin, et que l'escourtin soit comprimé seulement par des pierres et non pressé par un levier. Il s'agit à l'évidence d'un mode d'extraction très archaïque qui avait été figé par les usages religieux. Dans la pratique courante, il était au contraire commun de presser plusieurs fois avec le levier. Un passage du traité Medcatum en 2.1 interdit, en cas de deuil ou d'accident, de faire plus d'une pressée, une mesure qui est destinée à sauver la récolte, sans que l'on offense Dieu en voulant par avarice extraire le maximum d'huile. À Rome, on nommait floss, c'est-à-dire la fleur, la première huile qui coulait. Pline, dans l'histoire naturelle 15-23, écrit Quod vero post mollam primum expressus est floss, qu'on doit traduire par l'huile qui est exprimée la première après le passage à la meule et la fleur. Pour la parfumerie, les olives étaient à peine broyées et pressées, mais pour l'alimentation, on poussait le processus de broyage à son terme et on utilisait le pressoir au maximum de sa puissance, comme nous l'indique Columelle en 12.54.1. Cette fleur d'huile, qu'on pourrait traduire par huile vierge, était par exemple utilisée avec du garum et du poivre pour préparer une sauce pour les quenelles de poulet, selon le paragraphe 51 du livre de recettes attribué à Apicius. Après la première pression, la pâte d'olive était arrosée d'eau chaude et triturée. Alors voici un exemple des cuves dans lesquelles on décante l'huile de première pression. Très bel exemple d'une huilerie de Mador en Algérie. Et là vous voyez que les bassins sont très petits parce qu'il n'y a que de l'huile et de l'eau de végétation des olives, c'est-à-dire une petite quantité de liquide. Et à côté de cela, lorsqu'on passe à la deuxième pression,
on utilise bien sûr des cuves beaucoup plus grandes puisqu'on ajoute des quantités assez importantes d'eau chaude. Après la première pression, donc, la pâte d'olive était arrosée d'eau chaude et triturée à nouveau avant d'être pressée. L'opération était recommencée plusieurs fois, et ceci jusqu'à une époque récente. En 1788, à Saint-Mitre, en Provence, on ne faisait pas moins de 7 sortes d'huile, depuis la verte surfine jusqu'à celle dite d'enfer, en passant par l'huile primeur et l'huile mûre. Les huiles obtenues étaient de qualité décroissante, et il fallait éviter de les mélanger, comme l'indique Columel en 1252-11. Les dernières huiles étaient destinées à alimenter les lampes plutôt que les hommes, encore que les avares n'aient pas hésité à s'en servir, et surtout à en servir leurs invités pauvres, faisant partie de leur clientèle. Juvénal, dans la satire 5, au vers 86-88, écrit « Viron arrose son poisson d'huile de vénafre, le chou blafard qu'on t'emporte, pauvre homme, pue l'huile de lampe. » Nous verrons que l'huile de vénafre était l'archétype de l'huile de bonne qualité. La décantation des margines dans des bassins spécialisés, les caquiers, comme on disait en Provence au siècle dernier, permettait de récupérer une sorte de boue huileuse qu'on utilisait comme graisse, le plus souvent après l'avoir fait réduire par évaporation en la chauffant. C'est ce que l'on appelle l'amurca. Nous le verrons tout à l'heure. Dans l'huilerie romaine de Tarado, que nous avons fouillé il y a maintenant une trentaine d'années, on voit très bien à la fois le pressoir que vous avez ici, les cuves de décantation des premières huiles et un long canal qui aboutit à une cuve très vaste où l'on envoyait justement ces résidus de façon à récupérer l'amurca. Enfin, dernière catégorie de classement des huiles est celle qui est liée à la région d'origine. Car, outre les diverses qualités dont nous venons de parler, les amateurs savaient apprécier la provenance des huiles, distinguant l'huile de Bétique d'une huile d'Italie ou de Syrie. En Grèce, l'huile de Samos était considérée comme la plus belle de toutes les huiles, selon Antiphane ou Alexis, cité par Athénée au livre 2, paragraphe 64a. Celle de Carie était appréciée par certains pour leur bain, toujours chez Athénée en 67a, et celle de Tourioi, qui était la colonie panhellénique qui occupait l'emplacement de Sybaris ici, était particulièrement réputée en Grande Grèce, toujours selon Athénée, au livre 2, paragraphe 67b. En Italie, l'huile de vénafre était considérée comme la meilleure. Elle était suffisamment délicate, nous l'avons vu, pour être employée en parfumerie, comme le célèbre unanimement Varron en 1, 2, 6, Horace dans les Odes en 2, 6, 16, et aussi dans les satires, dans la satire 2, 4, 69, ainsi que Martial dans les épigrammes, livre 13, épigramme 101. Le territoire voisin de Casinum, c'est-à-dire aujourd'hui Cassine, jouissait aussi de la même réputation, selon Varron, dans un passage peu connu des Antiquités humaines, livre 9, qui est cité par Macrobe dans les Saturnales, livre 3, paragraphe 16-12. Macrobe qui écrit, citant Varron, écrit « Les meilleures victuailles sont fournies par la Campanie pour le blé, par le territoire de Falerne pour le vin, par celui de Casinum pour l'huile, de Tusculum pour les figues, de Tarente pour le miel, et par le Tibre pour le poisson. » Il y avait aussi l'huile de la région de la Sabine, au nord de Rome, au nord-est de Rome, qui était très appréciée, au dire de Strabon, livre 5, paragraphe 3, 1. L'Apulie, ici, était, à la fin de la République, une région d'exportation d'huile dont témoigne Varron, au reste rustiqué 2, 6, 4, et nous l'avons vu, les nombreuses amphores dites de Brinde, exportées notamment vers la Méditerranée orientale. Plus au nord, l'huile d'Istrie
et de Liburnie, soit en Croatie actuelle, était considérée comme excellente. Martial, dans le livre 12 des épigrammes en 63.2, cite cette région oléicole à l'égal de celle de Cordoue et de celle de Vénafre. Il dit Cordoue plus abondante que la grasse Vénafre, non moins gardie d'oliviers que l'Istrie. Et durant l'Antiquité tardive, l'huile d'Istrie est encore citée par le recueil byzantin des Géoponiques au livre 4, 27. En Espagne, c'est l'huile de Bétique qui remportait tous les suffrages par son abondance et sa qualité, vantée entre autres par Strabon au livre 5, paragraphe 23, par Pline en 15.8 et aussi en 17, 31 et 93, et enfin par Martial au livre 12, 63.1. L'huile d'Afrique, elle, n'avait pas une bonne réputation au dire de Juvénal. Mais il ne faut pas oublier que c'est un satiriste qui force le trait. Il ne faudrait pas étendre à toute l'Afrique et à toutes les périodes un trait d'esprit qui est certainement daté du 1er siècle de notre ère. Nous avons vu que cette huile, l'huile d'Afrique, est exportée dès la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, ce qui assure qu'elle avait su conserver une qualité suffisante pour pouvoir être écoulée sur les marchés extérieurs. Comme pour les vins, les fraudes étaient courantes. Apicius, livre 1, paragraphe 6, repris par Palladius, au livre 12, paragraphe 18, livre une recette pour donner à l'huile d'Espagne le goût de celle de Liburnie, en ajoutant à l'huile de l'aunay sèche, des feuilles de laurier et du souchet. Julius Africanus, un architecte juif du début du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui écrivait en grec, enseigne, dans son ouvrage intitulé Les Cestes, livre 1, 19, paragraphe 63-90, deux méthodes pour falsifier l'huile et lui donner le goût des huiles les plus prisées, c'est-à-dire celles d'Ibérie et d'Istrie. Il s'agissait, en ajoutant divers composants, tels que les feuilles d'olivier sauvage, les feuilles d'amandier, une épice qui s'appelle le fenugrec, et en ajoutant aussi de l'absinthe, d'ajouter tel ou tel arôme et de jouer sur l'amertume. Les géoponiques, beaucoup plus tard, donnent des recettes analogues que vous trouverez au livre 9, paragraphes 26-27. Donc, nous avons vu les 4 grandes catégories de classement et, à l'intérieur des classements, les diverses qualités possibles. Évidemment, tout cela se combinait et les amateurs étaient capables de distinguer les meilleures huiles des pires. Mais pour quel usage? L'huile d'olive jouait certes un rôle alimentaire, mais elle servait aussi, et beaucoup, aux soins du corps, à la parfumerie, à la pharmacie, au rituel, à l'artisanat textile, à l'éclairage, au graissage, etc. Les plus anciens usages attestés ne concernent d'ailleurs pas l'alimentation, mais la parfumerie et de façon plus large, les soins du corps et la médecine. Selon Athénée, au livre 2, paragraphe 46F, Démocrite d'Abdère, célèbre philosophe matérialiste pour qui l'univers était fait d'atomes, et qui était né, comme vous le savez, vers 460 avant Jésus-Christ et mort en 370. Donc, Démocrite, à qui l'on demandait un jour ce qu'il fallait faire pour jouir d'une bonne santé, aurait dit, je cite, « humecter l'intérieur avec du miel et le dehors avec de l'huile ». Et à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'empereur Auguste qui l'interrogeait sur le secret de sa longévité, Polion Romilius, un centenaire encore vert, fit une réponse semblable, intus muso foris oleo, c'est-à-dire du vin mielé au dedans et de l'huile au dehors. Cette anecdote est citée par Pline, livre 22, paragraphe 114. Commençons donc par les usages externes. Depuis les temps les plus reculés, les corps gras animaux et végétaux ont été utilisés pour protéger et assouplir la peau. Les anciens Mésopotamiens
utilisait surtout de l'huile de sésame. Imdouloum, un Mésopotamien du XIXe siècle avant Jésus-Christ, écrit dans une lettre envoyée à un de ses correspondants qui s'appelle Pouzour Hassour, un marchand qui était établi à Kanish, en Anatolie, je cite, « Je n'ai plus d'huile pour moindre. Lorsque tu viendras, apporte-moi de l'huile de première qualité de la ville d'Assour ou encore de l'huile de première qualité d'Ahum, la meilleure du palais, pour moindre. » Mais les Méditerranéens employaient surtout de l'huile d'olive. Ce sont des jarres d'huile d'olive et des flacons d'huile parfumée au myrte et à l'oliban que les rois d'Ebla en Syrie envoyaient en cadeau à ceux de Marie dans la seconde moitié du IIIe millénaire avant Jésus-Christ. En Judée, c'était une malédiction de ne plus avoir d'huile parfumée. Selon le Deutéronome, en 28-40, il fallait être en deuil pour ne plus porter de parfum. Et là, je vous renvoie au deuxième livre des rois, paragraphe 4, sous-paragraphe 2. Outre les usages religieux que l'on trouve dans l'Exode, en 22-30, ou les usages funéraires, les huiles parfumées étaient employées pour les onctions lors du bain et les frictions médicamenteuses. En Crète, les pictogrammes en linéaire 1 montrent des olives sous les formes sauvages et cultivées. Les olives sauvages sont les plus fréquemment mentionnées, car largement employées en parfumerie et en médecine, surtout parce qu'elles étaient encore les plus courantes à cette époque. On exploitait, comme Jean-Frédéric Terral vous l'a expliqué dans un séminaire, beaucoup les olives, des oliviers sauvages à cette période. Mais je ne m'étends pas sur la fabrication et l'usage des huiles parfumées, auquel, comme vous le savez, j'ai consacré une année de cours en 2012, et un ouvrage que j'ai écrit avec Xavier Fernandez, qui s'appelle « Parfum antique de l'archéologue chimiste », qui est paru à Milan en 2015. Je rappelle seulement que l'onction d'huile, parfumée ou non, était le complément normal du bain depuis l'âge du bronze, et on en a un témoignage dans les épopées homériques, par exemple Télémaque sortant du bain et frotté d'huile par les servantes dans l'Odyssée au chant 3 vers 466. Et ceci jusqu'à la fin de l'Antiquité, avec l'extraordinaire développement des établissements thermaux. Pendant l'époque hellénistique romaine et dans tout l'Orient, on fit une grande consommation d'huile au gymnase et à la palestre. Les athlètes s'en enduisaient le corps avant la lutte ou la course. Elle les protégeait des ardeurs du soleil et elle fixait la poussière dont ils se recouvraient. L'exercice fini, ils raclaient l'huile et la poussière avec de longues cuillères en bronze, les strigiles, que nous voyons ici. Là, le flacon d'huile et puis l'athlète qui se racle la peau. Et ils nettoyaient ensuite leur peau avec de l'eau, de la potasse, de la soude, du nitre et à l'aide d'une éponge. Ils passaient ensuite dans l'étuve pour finir de se décrasser en suant, puis calmaient et assoupissaient leur peau irritée en se faisant masser avec une huile chaude. Il était honteux de n'avoir pas sa provision d'huile lorsqu'on se rendait à la palestre et au gymnase. Au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Pyrrhon, qui était le secrétaire particulier de Zénon de Conos, que j'ai eu souvent l'occasion de citer, car c'était l'intendant du ministre des Finances de Ptolémée II, qui était chargé de la mise en valeur d'un grand domaine dans le Fayoum. Donc Pyrrhon, qui était son secrétaire, supplie son patron de lui accorder diverses gratifications, dont une allocation d'huile pour son fils, qui est en âge d'aller à la palestre. Et je vous renvoie au papyrus de la Société italienne, numéro 418. À l'époque classique et au début de l'époque hellénistique, on chercha les moyens de fournir de l'huile aux gymnastes. Une intéressante synthèse sur la fourniture d'huile au gymnase a été réalisée par Pierre Fröhlich dans un article qui s'appelle « Les activités énergétiques à l'époque hellénistique tardive, la fourniture de l'huile », paru dans un
un ouvrage collectif sous la direction de M. Curti qui s'appelle « L'huile et l'argent, gymnasiarchie et évergétisme dans la Grèce hellénistique », un ouvrage paru en 2009. L'huile était fournie par les cités et les usagers du gymnase qui se cotisaient pour en financer la dépense. Il arrivait que le gymnase soit doté de terrains ou de locaux qui étaient loués et de fonds qui étaient prêtés. Et c'est ainsi qu'on récupérait donc de l'argent pour acheter. On pouvait aussi solliciter la générosité des citoyens. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Léonidas d'Halicarnasse a offert un portique à Pharsale dont la location des boutiques permettait d'acheter de l'huile. Clépolémos, un Lycien, offrit de son côté des terrains à Delphes pour la fourniture de l'huile à la fin du IIIe siècle. Et vers 160 avant Jésus-Christ, il y eut une souscription civique à Élatée pour la même raison. La munificence des rois de l'époque hellénistique était aussi mise à contribution. Par exemple, nous savons par l'inscriptiones grecque 12.3.327 que Ptolémée donna des domaines pour l'achat d'huile à la cité de Terra. À partir de la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ et durant les premiers siècles de l'Empire, ce furent les gymnasiarques qui furent chargés de la fourniture de l'huile. Au début, il semble que les gymnasiarques géraient l'approvisionnement en huile, mais ne l'offraient pas de leurs deniers. Mais vers la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, des inscriptions commémorent la générosité de certains gymnasiarques, tels qu'un certain Philippos, qui, en 106-105 avant Jésus-Christ, a refusé d'utiliser l'argent réuni par les usagers et a payé l'huile de sa poche. À Prienne, vers 70-60 avant Jésus-Christ, Sosimos a donné de l'huile toute la journée, du lever du soleil à la première heure de la nuit, c'est-à-dire pratiquement sans limite. En effet, les distributions d'huile se faisaient à heure fixe, le matin et le soir, et l'on avertissait les gymnastes par une cloche. Cicéron, dans le traité De Oratore, livre 2, paragraphe 5 et sous-paragraphe 21, raconte que les Grecs abandonnaient l'enseignement des philosophes pour se ruer à se frotter d'huile lorsque le signal retentissait. Des stèles du 1er siècle avant Jésus-Christ de Chalcédoine montrent les attributs des gymnasiarques, la palme et le bassin d'huile. Sur la stèle d'Ariston et Gikeia, que vous voyez ici, qui est conservée au musée d'Istanbul, on trouve d'un côté les symboles habituels de la femme pour Gikeia, flacon, parfum, les fuseaux, le miroir, le calatos, et pour Ariston, la panoplie militaire, qui doit correspondre à la charge de stratège, les tablettes, le stylet, qui montre que c'était un lettré, le strigile, l'oénokoé, le bassin sur trépied, et la palme, que nous voyons ici, qui sont les insignes, en quelque sorte, les symboles de la gymnasiarchie. Il y a aussi la hache, le pot à encre et le stylet, et 3 couronnes qui doivent correspondre à une prêtrise. On trouve aussi une cloche et une balance, ici, qui, elles, doivent faire référence à la charge d'agoranome. La stèle affiche donc les symboles de la bonne éducation et du dévouement à la cité. Dans une stèle de Prusse de l'Olympe, toujours conservée au musée d'Istanbul, datée du 1er siècle après Jésus-Christ, on voit aussi représenter une grosse cloche, donc le moment où on fait la distribution d'huile, une double hache et un jeune homme puisant avec un gobelet dans un bassin d'huile profond, et le tout est associé à une table agonistique où étaient déposés les prix destinés aux vainqueurs des concours. Outre l'huile pour les gymnastes, le gymnasiarque offrait parfois de l'huile pour le bain. La première attestation concerne Sosimos de Prienne,
qui a offert l'huile pour oindre les baigneurs après le bain, et il avait même élargi cette libéralité aux étrangers venus pour la panégérie, c'est-à-dire pour une fête, et désormais les gymnases dotés de thermes seront bientôt un seul ensemble, et puis progressivement les thermes vont absorber les gymnases dans une évolution qui en soi est intéressante, y compris pour la consommation d'huile. Plusieurs sortes d'huile étaient offertes selon la générosité des donateurs et étaient ainsi portées au crédit de la munificence, mégaloméros, des gymnasiarques. On trouve mention dans les inscriptions d'huile d'olive ordinaire, d'huile de qualité supérieure, d'huile parfumée, d'onguents et des palemnas. À Érythrée, vers 100 avant Jésus-Christ, les gymnasiarques Elpikinos et Mantidoros ont offert l'huile la meilleure, Cariestaton, dit-on. À Pergame, Diodoros Pasparos a offert à la fois de l'huile normale et de l'huile parfumée. On trouve le terme elaion aromatismenon, destiné au gymnase et aussi au bain. Les donations se poursuivent à l'époque impériale à Craphia et à Stratonicée de Carie. Quant à l'Épaéma, on sait qu'elle différait de l'huile parfumée, car l'inscription de Sosimos de Prienne, étudiée dans l'article cité de Pierre Fröhlich, indique qu'il a offert à la fois de l'huile parfumée et de l'Épalaïma. Ce terme pourrait désigner une sorte d'onguent qu'on passait après le bain. La consommation d'huile dans les établissements de sport était donc considérable. Entre 195 et 167 avant Jésus-Christ, la cité de Tauromenion, en Sicile, attribua 3800 litres d'huile par an à son gymnase. À la fin de l'époque hellénistique et sous l'Empire, les gymnasiarques, qui avaient pour fonction principale désormais de fournir l'huile, s'engageaient donc dans des dépenses considérables que seuls les plus riches pouvaient se permettre. Une inscription de Larissa d'Éolide du 1er siècle avant Jésus-Christ indique qu'un gymnasiarque a exercé 4 fois la charge avant d'en être honoré à vie, ce qui l'a amené à léguer des terres par testament afin que sa gymnasiarchie perpétuelle soit assurée éternellement. C'est ainsi que la fonction devint progressivement honorifique. Durant le Haut Empire, des princes de la famille impériale, des femmes et des enfants sont honorés du titre de gymnasiarque pour avoir fourni de l'huile, alors bien entendu que la gestion de l'établissement, c'est-à-dire du gymnase, était confiée à un épimélète, c'est-à-dire à un sous-magistrat, si vous voulez. Ces fournitures gratuites d'huile ne peuvent guère se concevoir que dans des régions où l'on en produisait en abondance. Remarquons que les inscriptions sont concentrées sur les bords de la mer Égée et en Grèce de l'Est, ce qui recoupe les zones de production des amphores Dressel 24 et 25, puis l'être Oman Amphora 2, que j'ai présenté dans le cours que j'ai donné il y a 15 jours. Il en est de même pour la Sicile, où l'huile était fort abondante. Plus à l'ouest, on trouve aussi des distributions d'huile, mais non plus dans le cadre de la fourniture au gymnase. Une petite série d'inscriptions des Alpes-Maritimes et de Narbonnaise mentionne des distributions d'huile faites par des notables locaux dans le courant du IIe siècle après Jésus-Christ. 2 proviennent de Sémélénum, c'est-à-dire de Cimier, à côté de la ville de Nice. La première est une dédicace à Mercure de la part de Caius Cassius Paternus, qui était patron du collège des utriculaires et qui a donné des sportules et de l'huile au collège des ouvriers du bâtiment, aux utriculaires, aux saintonarii, qui étaient les couturiers rapiéceurs, et qui était très important, une corporation très importante dans l'Antiquité. En Haute-Provence, à Reis Apollinaris, une autre inscription mentionne à nouveau les utriculaires et une distribution d'huile à la plèbe. Enfin, à Sérignan-du-Comtat, dans le Vaucluse, un magistrat a offert de l'huile.
Dans ces trois régions, la production d'huile est certaine, et c'est donc des libéralités somme toute raisonnables que faisaient ces notables locaux. Mais on ne s'agit pas, s'il s'agit d'huile alimentaire ou d'huile pour le corps, je pense plutôt pour la seconde option à cause du prestige culturel qui était attaché à cet usage. Quoi qu'il en soit, l'usage intensif de l'huile pour les massages après le bain a provoqué en Italie et dans toutes les provinces une hausse de la consommation d'huile. La multiplication des termes privés et surtout publics à partir du IIe siècle en est le signe. Ils deviennent les monuments publics les plus nombreux et les plus fréquentés. Et cette multiplication s'est accompagnée nécessairement d'une augmentation considérable de l'huile, parfumée ou non, que l'on y utilisait. Il suffit de rappeler que toutes les villas, tous les camps militaires et même tous les villages étaient équipés de thermes et qu'à Rome, Agrippa fit ouvrir 170 établissements publics de bains sous le règne d'Auguste, et vous trouverez la référence chez Pline au livre 36, paragraphe 77, et qu'il en existait environ 900 au IVe siècle. Cette augmentation permet donc de mesurer l'augmentation proportionnelle de la consommation d'huile. Parallèlement à son rôle pour les soins du corps, l'huile servait aussi de médicament. Le plus ancien traité de médecine, une tablette sumérienne du troisième millénaire avant Jésus-Christ, trouvée à Nippur, utilise de l'huile de graine, de l'huile de cèdre et de l'huile de mer, on suppose tirée des poissons, comme base pour des onguents à usage externe. L'organe malade était frotté de ces huiles auxquelles étaient ajoutées diverses substances chimiques et aromatiques. Les huiles de graines entraient dans la composition de nombreux médicaments égyptiens. L'huile était utilisée soit seule, soit comme excipient. Dioscoride, au livre 1, paragraphe 30 et au paragraphe 105, et Pline, au livre 23, paragraphe 77, recommandent l'huile d'oléastre et l'omphacium en bain de bouche contre les gencives putrides. Les raclures d'huile, de sueur et de poussière que les athlètes enlevaient de leur corps après s'être exercés à la palestre étaient réputés avoir des vertus médicinales. En grec, on l'appelait gloios. Selon la loi de Béroïa, datée des environs de 180 avant Jésus-Christ, le gardien du gymnase, un esclave, entretenait les lieux et il recevait en échange le gloios. Et je vous renvoie à un très joli article de Louis Robert dans le Bulletin épigraphique 1978. Ailleurs, ces raclures d'huile étaient revendues avec profit par les directeurs du gymnase. Et vous trouverez une référence dans l'Histoire naturelle de Pline, livre 15, paragraphe 19. Le gloios était en effet vendu aux pauvres pour s'en enduire, ou bien on en faisait des remèdes utilisés en gynécologie et en rhumatologie. Et on a une référence chez Pline au livre 28, paragraphe 50. On se servait aussi de l'huile comme préservatif et comme abortif. Le médecin Soranos d'Éphèse, qui exerçait à Rome au IIe siècle après Jésus-Christ, prescrit d'enduire l'orifice de la matrice d'huile d'olive vieille et, pour avorter, de faire des injections d'huile d'olive chaude ou d'huile vieille et de rue. Vous trouverez ça dans les Guinaïka, livre 1, paragraphe 61-64. L'huile enfleurée à la rose ou à l'enante combattait les poisons, les ulcères, apaisait les coliques, chassait les vers intestinaux, faisait tomber la fièvre, etc. Et il y avait bien d'autres huiles employées. Pratiquement toutes les huiles parfumées avaient des indications thérapeutiques, comme nous l'avons vu dans le cours sur les parfums. Mais évidemment, on consommait aussi l'huile d'olive pour l'alimentation. Les textes anciens parlent peu de l'huile utilisée en cuisine, probablement parce que cet usage était tellement évident qu'il n'avait aucun besoin de le décrire. Dans les pays de montagne, c'était le gras animal, surtout le lard et le saindoux, qui servaient de fond de cuisine. Quant à l'Égypte et à la Mésopotamie,
elles furent toujours fidèles aux huiles de graines, comme nous l'avons vu. Pour la Grèce classique, le corpus hippocratique donne des renseignements utiles. Les légumes sont assaisonnés à l'huile, au fromage, au miel, à l'oignon, au vinaigre, ainsi qu'au silphium, qui était une plante aromatique qui poussait sur les côtes de la Libye. Hippocrate considérait que l'huile était un produit de luxe utile en petite quantité, nuisible en excès, alors que, pour la consommation alimentaire, bien sûr, alors que l'usage externe était toujours valorisé pour l'exercice, bien sûr, et, comme nous l'avons vu, pour les massages après le bain. Cette observation d'Hippocrate suggère que les riches devaient consommer beaucoup d'huile pour leur alimentation et que les médecins tentaient de les réfréner. Et je vous renvoie au livre 2, paragraphe 58. À la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Philon de Byzance, dans son traité sur les fortifications d'attaque et de défense, détaille les provisions à faire pour parer au siège d'une ville. Parmi elles, au livre 2, paragraphe 14, il indique une recette d'un aliment de siège très nourrissant, pouvant se conserver longtemps. C'est une sorte de pâte de sésame et d'amandes mélangée avec de l'huile et du miel et cuite à petit feu. Après cuisson, on en faisait des boulettes qui servaient de nourriture très énergisante. Mais pour la vie quotidienne, c'est surtout Athénée qui nous donne des détails sur l'utilisation de l'huile en cuisine dans ses extraits choisis du célèbre ouvrage Les Deimnosophistes, c'est-à-dire les banquets des sophistes. Selon Eubule, chez Athénée, livre 2, paragraphe 64c, lors de l'amphidromie, c'est-à-dire lors du rituel au cours duquel le père devait courir autour du foyer domestique avec un enfant qui venait de naître, les gens avaient coutume de faire griller un morceau de fromage de chersonèse, de faire bouillir un chou et de l'arroser d'huile. Selon Philémon, cité à nouveau par Athénée en 2,64e, il fallait faire frire les oignons dans l'huile. Le poisson aussi était frit dans l'huile et le mouton aussi. Et toujours, je vous renvoie aux Deimnosophistes, paragraphes 126, 285c et 292e. L'huile servait aussi à pétrir la farine pour des sortes de galettes qu'on donnait aux enfants après l'aiklon, c'est-à-dire après le souper. Et la référence, là, est au livre 4, au paragraphe 140d. Les sources juives apportent des informations de notre ordre. La Mishnah, dans le traité Ketubot 5, 8, 9, indique la ration minimale de vivres que doit recevoir une femme lorsque son mari s'absente pour une semaine. Et cette ration comprend 2 kg de blé, des pois chiches, des lentilles, des olives en conserve et de l'huile. Les Romains, quant à eux, utilisaient l'huile d'olive comme fond de cuisine. Un passage de la pièce de théâtre Pseudolus de Pline, joué pour la première fois en 191 avant Jésus-Christ, y fait allusion. Je vous rappelle que toute la pièce tourne autour d'une jeune fille esclave qu'un proxénète veut vendre à un militaire alors qu'un jeune homme libre en est amoureux. Dans l'acte 1, scène 2, vers 221, le proxénète menace la prostituée Xistylis de la pergoula, c'est-à-dire de la pièce à l'étage, c'est-à-dire évidemment de la prostitution d'avattage, si elle ne se fait pas donner des culii d'huile par ses riches amants, qui en sont bien pourvus. Les culii, ce sont ces grosses outres qui servaient au transport de l'huile, comme nous l'avons vu dans un cours précédent. Et c'est ainsi qu'il fait alors allusion à l'usage externe de l'huile, que l'on utilise pour se mettre sur la tête, mais aussi à son propre pulmentum, c'est-à-dire au ragoût à base de viande, dont il fait son ordinaire, et qui pourrait ainsi, nous dit Plotte, être unctius curus, c'est-à-dire onctueux, bien gras. Un livre, le livre fameux attribué à Marcus Gavius Apicius, un riche personnage de l'époque d'Auguste et de Tibère, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, au début du 1er après, mais en réalité compilé au 4e siècle de notre ère à partir de recettes plus anciennes,
mentionne l'huile d'olive dans la plupart des préparations. Pour les fritures de poisson, paragraphe 150-163, dans les ragoûts de viande, en 264, en 289, en 357, pour les sauces, au paragraphe 210, pour les bouillies, au paragraphe 179, pour cuire les pois et les fèves, au paragraphe 195 et 196. Mais cette omniprésence de l'huile d'olive n'atteignait probablement pas les campagnes, car le traité incarne surtout la cuisine urbaine raffinée, réservée à une élite. Des auteurs satiriques, surtout Horace dans la satire 2 vers 61 et 62, et la satire 2-3 vers 125, indiquent que l'huile mélangée à du vinaigre ou à du garum était l'assaisonnement habituel des légumes, et notamment du chou. Et je cite donc la 2, 61-62, « L'avare laisse couler lui-même sur des choux goutte à goutte d'une corne qui en contient 2 livres, une huile dont tu ne pourrais supporter l'odeur. » Et dans la satire 2, 325, il est dit « Et si tu mettais une meilleure huile dans tes choux, ou sur ta tête fort sale et mal peignée ?» Certains gâteaux aussi étaient faits à base d'huile d'olive et de farine, comme la placenta, qui est une recette qui nous est donnée par Caton dans le De Agricultura, paragraphe 76. L'huile alimentaire, selon Pline, devait mordre, c'est-à-dire qu'elle devait conserver une certaine âpreté qui vient, comme je vous l'expliquais, de l'européine, et elle se distinguait en cela de l'huile à parfum. Pline écrivait que l'huile de l'huile à parfum était fine, tenue odoratum, quodque non modeat, et diverso quam incibis eligitur, que vous voyez là, et ce qui veut dire que l'huile à parfum était fine, odorante, et qui ne mordait pas, à la différence de celle que l'on emploie pour les nourritures. Et c'est d'ailleurs pour cela que les vrais gourmets utilisaient en cuisine de l'huile de vénafre, dont nous avons vu qu'elle avait une grande réputation de finesse et d'adéquation au parfum. En voici un exemple. Horace, dans la satire 2, 8 vers 45-50, écrit « Quant à la sauce de la murène, voici ce qu'on y a mis. De l'huile de vénafre de première pression, du garum d'entrailles de maquereau d'Ibérie et, pendant la cuisson, du vin vieux de 5 ans, né de ce côté de la mer, ce qui veut dire en Italie, bien entendu. Puis, après la cuisson, du vin de Chios, qu'aucun autre ne saurait remplacer, ainsi que du poivre blanc et un peu de vinaigre de Méthymne, qui est sur l'île de Lesbos. » Donc, on voit que les gourmets avaient un choix très particulier et se méfiaient, à la différence de ce que dit Pline, de l'huile qui mordait trop. Alors nous en arrivons maintenant à un autre usage qui est très important dans l'Antiquité, c'est l'usage en tant que combustible dans les lampes. Les premières lampes à huile connues remontent au Chalcolithique. Leur usage se répand ensuite très rapidement dans toutes les agglomérations du Proche-Orient. Les contes du palais de Marie, à l'époque de Zimrilim, mentionnent l'huile pour les lampes du divan, pour l'intendant et pour les princes, mais il s'agit certainement d'huile de graine. À Ougarit, au XIIIe et XIIe siècle avant Jésus-Christ, la production d'huile d'olive tenait une place considérable et les archives attestent qu'elle était employée autant pour l'alimentation que pour l'éclairage, notamment des temples. C'est aussi à cette fonction que on la retrouve en Judée. La Bible évoque l'huile destinée à l'éclairage du temple dans l'Exode en 27-20 et dans le Lévitique en 24-2. Et 7 lampes ont été trouvées dans le temple de Naharia daté de l'âge du bronze moyen. Dans toute l'Égypte, les temples et les maisons étaient éclairées toute la nuit durant les fêtes de Saïs, selon Hérodote, et je vous renvoie au livre 2, paragraphe 62, et on appelait cette fête la fête des lampes ardentes. Durant les temps pharaoniques, jusqu'à l'époque arabe,
c'est surtout l'huile de graine qu'on utilisait dans les lampes, notamment l'huile de ricin, mais aussi de lin. Et là, nous avons une grande série de références, aussi bien chez Hérodote, en 294, Diodore de Sicile, en 1.34.11, puis Strabon, en 17.2.5, etc., ainsi que, bien sûr, dans les papyrus, je vous cite seulement le papyrus Cairo-Zénon 4, 59 689. Dès l'époque archaïque, notamment lors des banquets, la lampe à huile détrôna la torche pour l'éclairage nocturne des maisons et des temples. Au IVe siècle, lorsque l'on organisait un banquet entre amis, l'hôte fournissait l'huile des lampes pour l'éclairage. En effet, Théophraste, dans son ouvrage satirique intitulé « Les caractères », décrit au chapitre 30, sous-chapitre 18, le personnage cupide qui, lorsque les gens se réunissent chez lui, fait, je cite, « l'estimation des denrées qu'il a lui-même fournies, le bois, les lentilles, le vinaigre, le sel et l'huile des lampes. » Les potiers grecs fabriquaient des lampes tournées à vernis noir et les potiers puniques, au contraire, des coupelles ouvertes en céramique commune. À l'époque hellénistique et tout au long de la période romaine, les lampes comportaient au contraire un réservoir fermé, le plus souvent décoré d'un sujet en relief. La mèche qui trempait dans l'huile et sortait par un bec pouvait brûler environ 2 heures et consommer en moyenne 0,5 centilitres par heure. Mais cette faible consommation d'huile de seconde qualité est à relativiser, car pour éclairer correctement une pièce, il fallait de nombreuses lampes ou des lampes à plusieurs becs qui se multiplient à partir de l'époque hellénistique, comme vous voyez ici un très bel exemple dans une lampe de Cnide. Philippe Bruneau, lorsqu'il fouillait à Délos dans le quartier de Scardana, a remarqué que les maisons de riches personnages qui habitaient cette partie un peu périphérique de la ville de Délos comptaient en moyenne une dizaine de lampes par pièce, et les fouilles récentes des maisons en forme de tour d'époque hellénistique qui ont été fouillées à Maréa près d'Alexandrie et dont je vous ai cité tout à l'heure le travail de Valérie Pichot. Donc ces fouilles récentes ont livré dans les niveaux hellénistiques une lampe pourvue de 7 becs. Donc c'est quelque chose qui, au moins à partir du IVe siècle, devient très courant. Antiphane, un auteur du IVe siècle avant Jésus-Christ, cité par Athénée au livre 4, paragraphe 170d, écrit dans la pièce Le Métèque que certaines grandes maisons avaient des trapezopoioi, c'est-à-dire des esclaves qui étaient chargés de laver la vaisselle, d'apprêter les lampes et de mettre en place les lits de banquet. Il fallait au moins 10 lampes pour un banquet, ce qui veut dire au moins un demi-litre d'huile chaque fois. En Égypte gréco-romaine, où nous l'avons vu, la production d'huile d'olive augmente fortement à l'époque hellénistique, une association d'hommes de Teptunis, qui est une ville du sud du Fayoum, prévoit, en 114 avant Jésus-Christ, de payer un joueur de flûte et de couvrir les dépenses d'huile nécessitées par les lampes, et également les dépenses de vin et de parfum. Et je vous renvoie au papyrus de Teptunis 3, numéro 894. À l'époque romaine, la lampe qui éclairait le sanctuaire d'Amon dans l'oasis de Siwa était alimentée par de l'huile d'olive, ainsi que nous l'indique Plutarque dans les Moralia, paragraphe 410. À Arsinoé, dans le Fayoum, qui était devenu une grande région d'oléiculture, le temple de Jupiter Capitolin était alimenté, était éclairé par des lampes à huile, si l'on en croit le témoignage d'un papyrus de 215 après Jésus-Christ, publié dans le Bégéou de 262. À Rome, les lampes étaient remplies
d'huile de qualité inférieure qui était mélangée avec du sel. Le sel absorbait l'humidité et donnait à la flamme une couleur jaune. C'était le comble de l'avarice que d'utiliser ces huiles pour les massages. Horace écrit dans la satire 1, 6, 124, je cite, « Je reste couché jusqu'à la 4e heure, puis je vais me promener, où je lis, où j'écris, où je songe en silence, où je me fais frotter d'huile, mais non pas d'huile votée aux lampes comme l'immonde Nathan. » Pour Juvénal, en satire 5, vers 86, c'est d'utiliser l'huile de lampe pour l'assaisonnement des plats qui est un signe manifeste d'avarice. Dans la satire 5, où il se moque des mœurs des riches qui font servir des plats différents à eux-mêmes et à leurs obligés, il est question d'un maître de maison qui se fait présenter une magnifique langouste alors que les invités ont droit seulement à une langoustine. Et je cite, « Le maître arrose sa langouste d'huile de vénafre. Mais toi, tu as mangé une chose défraîchie qui sent l'huile de lampe, de cette huile qu'apportent les descendants de Micipsa dans leur barque à la proue aiguë. » Les descendants de Micipsa sont bien entendu les Africains, puisque Micipsa était roi des Numides de 148 à 118 avant Jésus-Christ. On brûlait en effet toutes sortes d'huiles et de gras dans les lampes, et notamment de l'huile de ricin, dont Hérodote, en 294, dit que les Égyptiens se servaient surtout pour l'éclairage. À l'époque romaine, Pline, en 15-25, mentionne l'huile de ricin pour l'éclairage, déplorant que la lumière produite soit faible. 5 amphores africaines, que l'on appelle des spateia, ont été trouvées dans un entrepôt de Classé, à Ravenne, en Italie. Ils ont été analysés par Alexandre Apecci et ils se sont révélés contenir de l'huile de ricin. Et je vous renvoie à son article, Alexandre Apecci, avec 2 co-auteurs, qui s'appelle Residue Analysis of Some Late Roman Amphorae Coming from the Port of Classé, Ravenna, Italie, paru dans Late Roman Courseware 3. C'est un colloque qui a été publié en 2010. L'huile de sésame était aussi utilisée dans certaines parties du monde romain. Un article de Nicolas Garnier, Catherine Tokarski et Christian Rolando, qui s'appelle « Quel combustible pour les lampes nabatéennes de Pétra », paru dans un ouvrage collectif dirigé par Jean-François Salles, « Les lampes antiques du Bilal el-Sham de l'âge du bronze à la période de transition byzantine-omeyyade », paru à Amman en 2011, rend compte d'analyses réalisées sur des lampes nabatéennes provenant de la chapelle d'Obodas à Pétra et datées du 1er siècle après Jésus-Christ. Leur analyse biochimique a prouvé que 2 des lampes avaient été alimentées exclusivement en huile de sésame et les autres soit avec des mélanges, soit par des remplissages successifs d'huile d'olive et d'huile de sésame. Étant donné l'abondance des lampes à huile en métal et en céramique durant l'Antiquité et durant l'Empire romain en particulier, la consommation d'huile pour l'éclairage devait être considérable. Durant l'Empire romain, les lampes à 2 becs étaient courantes, comme par exemple celles que l'on trouve à Pompéi. Et on connaît de nombreux exemples, comme à l'époque hellénistique, de lampes dotées de nombreux becs, notamment par exemple dans les productions de lampes africaines. Mais cet usage de l'huile pour les lampes valait surtout pour les régions de production. Dans les zones dépourvues d'oliviers, on l'épargnait. À Milan, qui est dans une zone très limite, où il n'y avait pas beaucoup d'oliviers, sauf dans les alentours du lac de Garde et sur les contreforts des Alpes, donc à Milan, Saint-Augustin se plaint qu'il ne peut pas travailler la nuit. Dans le De Ordine, livre 1, paragraphe 6, il écrit « Une nuit, en m'éveillant, le désir du beau temps me faisait prêter l'oreille. J'écoutais si la pluie tombait, et cette eau murmurait comme à présent. Trigétus, qui est un de ses amis, parla de même.
lui aussi couché sur son lit et dans la même pièce, veillait à notre insu. Car nous étions dans les ténèbres, ce qui est presque nécessaire en Italie, même chez les riches. Cette pénurie le frappait, car il était né à Madore, un grand centre de production d'huile d'olive, comme l'a montré Mariette de Vos la semaine dernière. Je vois qu'il est déjà 11h10, je vous propose de faire une petite pause et de revenir sur ces questions d'éclairage et de consommation ensuite. Bien, alors reprenons. Parce que, outre l'éclairage interne, on a quelques indications sur l'éclairage externe. Comme vous le savez, l'éclairage public est une invention qui est relativement récente, et dans les rues antiques, la nuit, l'usage normal était d'amener son propre éclairage, une torche, une lanterne. On a quelques beaux exemples à Pompéi de lanternes en bronze, une lampe, car il n'y avait pas d'éclairage public. Mais toutefois, il faut se souvenir qu'il y avait quelques points lumineux. De nombreux hôtels de carrefour, par exemple, qui étaient dédiés dans le monde romain au Lare Compitales, étaient souvent illuminés de nuit grâce à la piété populaire ou à des actes d'évergétisme. Ces hôtels procuraient un éclairage minimal à l'angle des rues. Au-delà des portes des villes, il y avait aussi des tombes éclairées qui jouaient le même rôle. Et en certaines circonstances, comme lors de triomphes, de jeux de gladiateurs, par exemple, l'empereur assurait l'éclairage public de la ville. Les graffitis du poste de garde de la 7e cohorte des vigiles urbains de Rome montrent qu'il existait un service appelé Sebastiaria en charge d'une forme d'éclairage public, en tout cas à Rome. Selon Robert Sablérol, dans son ouvrage Libertinus Miles, les cohortes des vigiles, paru à Rome en 1996, page 376 et suivante, la Sebastiaria était un tour de garde d'1 mois autour duquel le Sebastiarius, qui appartenait donc au corps des vigiles, devait préparer et mettre en place les torches de suif sur le parcours des patrouilles nocturnes d'un secteur déterminé. Mais outre ces torches de suif, il semble qu'on ait aussi utilisé des lampes à huile et des mèches, car il en est question dans des inscriptions, et notamment 2 inscriptions du corpus des inscriptions latines, tome 6, numéro 3019 et 3038. Rome et d'autres villes étaient donc illuminées lors des fêtes, et le Sebastiarius était chargé de l'éclairage de son secteur. Mais en dehors de ces circonstances, les villes n'étaient pas éclairées et donc très dangereuses. Avec l'engouement de l'usage des thermes, dans le courant de la fin du IIe et surtout au IIIe siècle, l'empereur Alexandre Sévère, qui régna de 222 à 235, autorisa l'ouverture des établissements de bains de Rome après le coucher du soleil, et il affecta un nouvel impôt sur les artisans de luxe, c'est-à-dire sur les couturiers, les fourreurs, les orfèvres, les serruriers et les verriers, un nouvel impôt qui était destiné à l'entretien des thermes et à l'achat de l'huile des lampes. Et vous trouverez la référence dans l'Histoire Auguste, vie d'Alexandre, en 24-5-6. Une quarantaine d'années après, en 275, l'empereur Tacite prit la mesure inverse, il fit fermer les thermes la nuit pour éviter les désordres et peut-être pour faire des économies. Et là, on a une référence dans la vie de Tacite au paragraphe 10. À la fin du IVe siècle, certaines villes se dotèrent d'un embryon d'éclairage public. Un passage du discours dit Antiochikos de Libanios, au paragraphe 266-267, fait allusion à un éclairage nocturne des portiques bordant les rues d'Antioche et permettant aux commerçants et aux artisans, dont les forgerons, de travailler la nuit. Cette particularité est confirmée par Ramien Marcellin en 1419 à propos des meurtres commandités par le César Constantius Gallus. Vous savez que Gallus était cousin de l'empereur Constance, qu'il avait donc élevé
au rang de César, il prévoyait d'en faire son successeur, et Gallus, donc à Antioche, en 351 après Jésus-Christ, parcourait, au dire Damien, le soir, les carrefours et les tavernes avec un petit nombre de compagnons armés, et il voulait savoir ce qu'on pensait de lui dans la ville, où, je cite Damien, l'éclairage de nuit rivalise avec la clarté du jour. Donc on voit un très large usage là aussi de l'huile d'olive, et certainement, de l'huile d'olive et des autres huiles, de l'huile d'oricin, de l'huile de sésame, etc. Et donc certainement une consommation forte de ce point de vue-là. Par ailleurs, il y avait aussi des usages religieux. L'huile était offerte aux dieux sous diverses formes, notamment en libation sur l'autel. Il fallait remercier les dieux de leurs dons en offrant une part des récoltes. Ces pratiques sont attestées dès le XXIVe siècle avant Jésus-Christ dans les archives d'Ebla. Lorsque le rituel prévoyait que les chairs de la victime sacrifiée devaient être totalement consumées, on répandait de l'huile sur les entrailles afin d'en accélérer la combustion. Et vous trouverez une référence à cela dans Hérodote en 240 pour l'Égypte et chez Virgile dans l'Énéide 6.254 pour l'Italie. Les statues de culte étaient enduites d'huile. Dans le royaume de Marie, déjà, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, l'huile était employée pour le bain des statues divines, par exemple pour celle des dieux Dagan et celle de Maratiltim. Ce rituel se perpétua durant toute l'Antiquité. En Grèce, on oignait d'huile, parfumée ou non, les statues de culte et les pierres comme l'omphalos de Delphes ou les statues du sanctuaire de Délos. En 251 avant Jésus-Christ, l'administration du sanctuaire de Délos acheta pour 6 drachmes et 4 bols et demi d'huile parfumée, ainsi que de parfums et d'huile pour la parure d'une statue. Il en allait de même en Égypte romaine, où les comptes du temple de Jupiter capitolin à Arsinoé prévoient des dépenses d'huile également pour les statues. Les particuliers procédaient de la même façon avec leurs génies domestiques et avec les autels placés dans les rues. Théophraste, dans son ouvrage sur les caractères, au paragraphe 16.5, se moque du superstitieux qui, dit-il, lorsqu'il passe devant ces pierres ointes que l'on voit dans les carrefours, y verse toute l'huile de sa fiole et ne s'éloigne qu'après les avoir adorées à genoux. Le comble de l'impiété était en effet de ne pas s'acquitter de ce geste rituel. Aemilius, beau-frère de Pudentilla, qui était l'épouse d'Apulée, le célèbre auteur, était considéré par ses concitoyens comme un homme vraiment impie, car, je cite, « ceux qui ont été chez lui affirment n'avoir jamais vu sur son domaine ne fût-ce qu'une pierre ointe d'huile ou un rameau orné d'une guirlande. » Et ce passage, vous le trouverez dans l'Apologie, au paragraphe 56.5. Chez les Juifs, selon la Genèse, en 28-18, Jacob fit un autel à Dieu avec la pierre qu'il avait mise sous sa tête et sur laquelle il versa de l'huile pour la consacrer. C'est qu'en fait, le seul fait d'enduire d'huile une pierre en faisait une pierre sacrée, d'où les rituels que l'on constate encore à l'époque romaine pour les bornes délimitant les champs qui deviennent ainsi inviolables. Dans le corpus des Agrimensores, Siculus Flaccus, et dans le traité qui s'appelle De Conditione Agrorum, paragraphe 106, Siculus Flaccus donc prévoit que les arpenteurs qui délimitent les champs posent, je cite, les pierres debout sur le sol ferme et qu'ils les couronnent d'huile parfumée, de bandelettes et de couronnes de fleurs. Outre ces usages rituels, il y avait bien entendu les usages funéraires. Lors du sacrifice en l'honneur des Platéens morts durant les guerres médiques, on faisait des libations de vin, de lait, on apportait des fioles d'huile et de parfum pour enduire les stèles funéraires, comme le dit Plutarque dans la vie d'Aristide, paragraphe 52. De même, le règlement funéraire de Céos, datant du 5e siècle avant Jésus-Christ,
prévoit la fourniture d'huile de vin pour les cérémonies funéraires, et je vous renvoie aux Inscriptiones Graecae 12.5, numéro 593. Avant la crémation ou l'ensevelissement, on oignait le corps d'huile parfumée et d'onguent. Et nous en avons plusieurs attestations chez Virgile dans l'Énéide en 6.219 et chez Apulée dans les Florides en 4.19. C'est d'ailleurs ainsi que le corps de Jésus fut parfumé par les femmes qui se rendirent à son tombeau, et je vous renvoie à l'Évangile de Marc en 16.1. La religion chrétienne fit d'ailleurs de l'huile le symbole de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Le Sauveur est loin de Dieu. L'Esprit Saint est sur moi, car il m'a oint pour évanouir les pauvres, dit Luc en 4.18. Au IVe siècle de notre ère, Éphrem le Syrien explicite ainsi son rôle, le rôle de l'huile. Le nom de l'huile est un symbole, et de lui dérive le nom du Christ. Si les disciples ont été oints et consacrés, c'est que dans l'huile, le Christ était mystérieusement présent. Et il complète cet hymne à l'huile d'olive par ses effusions poétiques. L'Esprit Saint imprime par l'huile son sceau aux brebis de son troupeau. L'huile est un véritable miroir. Et d'où que je puisse observer l'huile, je vois le regard du Christ qui resplendit en elle. Et ce passage est extrait du De Virginitate 4, 6, 8. On comprend dès lors son rôle central dans le baptême. Selon Tertullien, dans le De Baptismo, paragraphe 7, je cite, « Par la suite, sortis du bain, nous sommes oints de sa sainte onction, conformément à la discipline ancienne, selon laquelle on avait coutume d'être consacré pour le sacerdoce avec l'huile contenue dans une corne. C'est de cette huile qu'Aaron avait été oint par Moïse. » Ces huiles liturgiques étaient souvent parfumées. Le Liber Pontificalis montre que l'Église de Rome faisait une grande consommation d'huile parfumée au nard gangetique, qui venait donc de l'Inde, mais cette indication est générique, il peut s'agir de n'importe quel type d'huile de base, et il est probable, en l'occurrence, qu'il s'agissait de l'huile de benne. L'huile était consacrée par l'évêque durant le baptême en disant une prière, c'est l'huile d'action de grâce, oleum gratiarum actionis. Si l'on ajoute à cette huile celle destinée aux exorcismes, aux soins des malades, à l'extrême onction, à l'illumination des églises et à la consommation personnelle du clergé, on atteint là nouveau des quantités importantes, et il est assez logique finalement que l'Église ait cherché très tôt à se faire donner des olivettes pour survenir à ses besoins et à posséder elle-même des huileries, comme on le voit très souvent en Orient où des huileries sont associées à des églises. Il y avait enfin des usages divers. À la ferme d'abord, où l'huile trouvait divers emplois. On l'utilisait pour empêcher la repousse des végétaux lors d'un défrichement. Et je vous renvoie à Théophraste dans l'ouvrage Causis Plantarum en 5.15.6 et dans Recherche sur les plantes en 4.16.5, qui dit que l'huile est l'ennemi de tous les végétaux et qu'on en verse sur les racines coupées pour les empêcher de repousser, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes arbres. On utilisait aussi l'huile pour soigner la vigne, et selon Palladius, qui le dit très clairement au livre 1, paragraphe 35.4, et qu'il utilise aussi dans le même traité pour préparer du mastic, et vous trouverez la référence en 1.42. Les sources écrites grecques et latines indiquent que l'huile était employée pour d'autres usages qui étaient artisanaux. Le foulon, naphéus en grec, ou foulo en latin, s'en servait pour la finition des habits et des étoffes qu'il livrait à la clientèle. Athénée, dans le banquet des sophistes, livre 13, paragraphe 582e, cite Macon, qui racontait qu'une courtisane nommée Glycérione avait reçu comme cadeau d'un de ses amants une petite robe d'été bordée de pourpre et l'avait confiée au foulon. Après un certain temps,
elle envoyait son esclave la chercher. Mais le Foulon lui dit « M'as-tu au moins apporté les 3/4 d'huile nécessaires? Si tu l'as fait, je te donne la robe, sinon je ne peux pas. » Alors la dite Glycérione, qui connaissait mal ou pas du tout les pratiques du métier, s'écria alors « Mais il m'embête celui-là, qu'est-ce qu'il veut faire frire ma robe comme des sardines ?» Donc ça montre bien qu'il y avait un usage très technique qui échappait assez souvent au commun des mortels. C'est une pratique de métier. Alors dans le même domaine, on n'a jusqu'à présent pas trouvé d'attestation d'utilisation de l'huile pour une pratique qu'on appelle l'encimage, qui est une opération qui facilite le cardage de la laine en aspergeant une certaine quantité d'huile émulsionnée dans de l'eau afin d'aider le glissement des fibres de la laine, qui est naturellement vrillée, lorsqu'on les carde. C'est un procédé qui était très courant au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Au XVIIe siècle, cet emploi mobilisait un quart des importations d'huile d'Italie, et il me paraît assez étonnant qu'on ne l'ait pas employé dans l'Antiquité, mais je n'en ai trouvé jusqu'à présent aucune attestation dans les sources. Alors, au titre des usages divers, on peut aussi citer l'usage que les alchimistes antiques faisaient de l'huile dans divers procédés de purification des métaux, tels que l'étain. À ce propos, je vous renvoie à l'ouvrage de Robert Halleux, Les alchimistes grecs, le papyrus de Leyde et le papyrus de Stockholm, paru chez les Belles Lettres en 1981. Le papyrus de Stockholm, qui date environ de 300 ans après Jésus-Christ, nous donne des recettes pour fabriquer du béryl et même pour transformer le béryl en émeraude, soi-disant, une opération qui demandait l'emploi d'anthakinum, c'est-à-dire d'huile de très bonne qualité. Les alchimistes utilisaient aussi de l'huile à bien d'autres emplois, comme par exemple la dissolution de l'orcanette, et toujours dans le papyrus de Stockholm, paragraphe 627, ou pour faire une teinture en sardoine, et toujours dans le même papyrus au paragraphe 121. Donc vous voyez une palette très large d'utilisation des diverses huiles dans l'Antiquité. Mais il n'y avait pas que les huiles qu'on utilisait, il y avait aussi les sous-produits. Les sous-produits que sont les margines d'un côté et les grignons de l'autre. Les margines sont les résidus liquides de l'extraction de l'huile, ce que les latins appelaient amurca, et les grignons sont les résidus solides, les noyaux et la pulpe pressée et desséchée, que les latins appellent simplement nuclei olivarum. Alors commençons par l'amurca. Selon un article récent, le terme amorgé en grec ne dériverait pas, comme on l'a longtemps pensé, du verbe amergo, qui veut dire cueillir, évidemment n'a pas beaucoup de sens, mais aurait plutôt une origine sémitique. En effet, Eric Lee Welsh, dans un article intitulé Amurca amorgé, Semitic Loanword, paru dans A Cultural Contact and Appropriation in the Actual Age Mediterranean World, paru à Leyde en 2017, vient de faire la proposition que amorguer viendrait de la forme passive amourak du verbe eric, donc du verbe sémitique eric, qui veut dire ce qui est vidé dehors, donc ce qui est éliminé. Les anciens faisaient un emploi très vaste de cette substance qui a une définition fort large. Pour Pline, c'est l'eau de végétation des olives. Et je vous renvoie à l'Histoire naturelle, livre 15, paragraphe 9. Mais la multiplicité des usages et l'emploi de l'amurca comme graisse implique que ce liquide contient aussi des substances grasses. En fait, les margines recueillies dans les pressoirs traditionnels sont composées d'eau à raison de 47%, de matière grasse environ 49%, et ensuite de quelques pourcents de protéines, d'hydrates de carbone, etc. Varro donne la définition la plus claire dans les Res rusticae, livre 1, paragraphe 64. Je cite, « L'amurca, une fois extraite des olives, étant un liquide aqueux et le résidu du pressurage,
mis dans un vase en terre, se garde quelquefois de la façon suivante. On fait passer en soufflant ce qu'il contient de plus léger et qui surnage dans d'autres vases, et on répète l'opération à intervalles réguliers pendant les 6 mois suivants. La dernière fois, le transvasement se fait au déclin de la Lune. Alors, on le fait bouillir sous un feu doux dans des chaudrons jusqu'à ce qu'on le réduise aux 2/3. Alors enfin, il peut être sorti pour l'usage. En fait, la murka, dans son emploi le plus courant, désigne donc les margines. Ce sont ces boues huileuses et la décantation et l'évaporation, notamment en la faisant chauffer, est destinée à éliminer une partie de cette eau. Et ces traitements permettaient d'obtenir un liquide graisseux, un peu l'équivalent des huiles d'enfer ou de caquier qui étaient recueillies à l'époque moderne par décantation successive des margines dans les huileries traditionnelles, notamment de Provence. Or, il se trouve que les propriétés de la murka, qui avaient été observées par les anciens, viennent d'un composant chimique de l'eau de végétation des olives et de son caractère antioxydant. Cette dernière particularité explique notamment son action insecticide et phytosanitaire. Les études récentes montrent en effet que la murka contient une forte proportion de phénol, l'européine, isopronyl 5-méthyl, acide sanipique, acide gallique, etc. Cette proportion élevée a un effet antioxydant et antiseptique, détruisant les bactéries pathogènes telles que les salmonelles ou les staphylocoques dorés et des champignons également. C'est donc un bon conservateur des nourritures et elle empêche le développement des bactéries de dégradation. Alors, les anciens qui s'étaient aperçus de cela faisaient un emploi très vaste de cet amurca qui va des emplois dans l'agriculture à la médecine en passant par la maçonnerie. À la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Philon de Byzance, dans son traité sur les fortifications d'attaque et de défense, livre 2, paragraphe 2, indique qu'il faut stocker des céréales dans des silos profonds dont les parois doivent être revêtues sur 4 doigts d'épaisseur d'un enduit d'argile mêlé à de la paille et à de la murka. Le grain s'y conservait encore mieux, selon lui, si on mettait au centre une jarre remplie de vinaigre. Au paragraphe suivant, il réitère les mêmes conseils au cas où le grain serait entreposé dans des greniers enduits intérieurement d'amurca et bien ventilés. L'amurca était considérée par les auteurs latins comme excellente pour chasser les parasites et les insectes. En la mélangeant à de la chaux, on obtenait un enduit très dur, convenant parfaitement à la protection des maisons, des greniers, des caves et des aires à battre le blé. Évidemment, puisque ça permet d'éliminer les parasites. Et je vous renvoie à Caton, qui en fait un large usage dans le traité sur l'agriculture, paragraphes 91, 92, 128 et 129, ainsi qu'à Columelle, au livre 1, 6, 13, ainsi qu'en 10, 351, et enfin à Pline, au livre 18 et au paragraphe 295 à 305. Vitruve, dans son traité sur l'architecture, au livre 7, 1, 6, conseillait d'imprégner d'amurca les sols pavés des terrasses reposant sur des planchers mais exposés aux intempéries. Ainsi, gorgés d'huile et de gras de ce produit, ces sols ne laissaient pas pénétrer l'eau et donc échapper au gel. Caton, dans le De Agricultura, paragraphe 98, se fait l'écho de ces pratiques qui avaient donc découvert l'action empiriquement l'action des insecticides de la murka, et il l'utilise contre les mites des vêtements et contre les vers rongeant les meubles. En agriculture aussi, la murka jouait un rôle certain. Elle fortifiait l'olivier et combattait sa stérilité, selon Caton, paragraphe 93, et Varron en 1,55,7. Elle entrait aussi dans le traitement des figuiers, je vous renvoie à Caton, paragraphe 96, et toujours Caton faisait un mélange
mélangeait l'amurca, du soufre et du bitume et s'en servait pour traiter les vignes contre les chenilles. Au paragraphe 95, repris par Pline, livre 18, paragraphe 264. Columel aussi, en 424, la préconise pour soigner les blessures de la taille des vignes, car l'amurca éloigne les coccinelles et les fourmis. Enfin, Palladius, dans son traité sur l'agriculture, en 122 et suivant jusqu'en 136, l'emploie pour plusieurs usages, notamment contre les chenilles et qui attaquent les choux. Selon Columel, au livre 2, paragraphe 9, certains agriculteurs désinfestaient leurs champs des parasites en répandant de l'amurca dans les sillons, et donc les études récentes montrent que ce n'était pas complètement idiot. La consistance de l'amurca la destinait aussi à être utilisée comme graisse pour les essieux et pour cirer les cuirs, en quelque sorte, comme nous l'indique Pline au livre 15, paragraphe 33. Un graffito du corps de garde de la 7e cohorte des vigiles de Rome fait mention d'oleum in caligas, c'est-à-dire d'huile destinée à graisser les chaussures des soldats. Je vous renvoie au CIL 6, inscription 3053. Et donc, cette oleum in caligas pourrait être en fait une sorte de graisse tirée de l'amurca. On empêchait aussi l'oxydation des cuivres en les recouvrant d'une couche de cette graisse épaisse, selon Caton au paragraphe 98. Et on s'en servait comme conservateur pour le vin qu'on expédiait par bateau, ainsi que comme conservateur pour les figues et les coings. Enfin, l'amurca, sous cette forme de pâte, servait à rendre étanches les jarres à huile et on complétait le revêtement par de la gomme, comme nous l'indique Caton au paragraphe 67 et Pline en 1533. En effet, réduite au feu, on obtenait une graisse que Caton utilisait aussi pour toutes sortes d'usages à la ferme, et il dit au paragraphe 97, enduisez d'amurca réduite par la cuisson, les essieux, les courroies, les chaussures et les cuirs en général, vous les améliorerez. Parmi les instruments de la ferme qui demandaient de la graisse, il y avait aussi les câbles de cuir qui étaient utilisés pour actionner le pressoir à huile lui-même. Enfin, l'amurca entrait dans la composition de nombreux médicaments destinés aux hommes et aux animaux. Cels, qui écrivit à l'époque de Tibère une encyclopédie dont seuls les 8 livres concernant la médecine nous sont parvenus, Cels donc utilise l'amurca mélangé à du vin pour le traitement des ulcères des doigts. Et je vous renvoie au De Medicina 6.19. Dioscoride aussi prescrit l'amurca en mélange avec du vinaigre et du vin ainsi que du mulsum, c'est-à-dire du vin mielé, pour soigner les blessures. Ce qui, là aussi, est une bonne idée finalement. Et je vous renvoie au livre 1, paragraphe 102. Et Pline s'en sert pour soigner les gencives, les ulcères de la bouche, les aftes, les ulcérations du siège. Et il indique qu'elle est plus efficace lorsqu'elle est réduite au feu jusqu'à atteindre la consistance du miel. Et vous trouvez ce passage au livre 23, paragraphe 74. En médecine vétérinaire, l'amurca est encore plus largement employé comme fortifiant pour les bœufs, Caton, paragraphe 103, et Columel 646, contre la gale des moutons, Caton, paragraphe 96, et Columel 747, et enfin, pour éliminer les puces des chiens, ce qui devait être effectivement efficace, car nous avons vu que les margines ont cette capacité, et vous trouverez la référence chez Columel en 7.13 et chez Palladius en 1.35.8. Alors, l'autre type de sous-produits, ce sont les grignons. Sous l'action de la presse, comme nous l'avons vu, l'huile donne de l'huile, des margines et des matières solides qu'on appelle les grignons. Il s'agit des noyaux d'olive écrasés et de la pulpe qui a été plus ou moins bien asséchée. On estime que dans les pressoirs traditionnels,
Une tonne d'olive donne 200 litres d'huile, 450 litres de margarine, qui comporte à la fois de l'eau de végétation et puis l'eau qu'on ajoute, bien entendu, et 350 kg de grignon, qui groupe à la fois les noyaux eux-mêmes, ce qu'on appelle le grignon blanc, et la pulpe, ce qu'on appelle le grignon noir. Ces grignons, que le digeste appelle nuclei olivarum, sont un combustible remarquable, à la fois par leur pouvoir énergétique, et on estime à l'heure actuelle qu'un kilogramme de grignon possède à peu près le même potentiel calorifique qu'un litre de fioul, et par leur qualité de combustion. Les grignons, en effet, ne dégagent pratiquement pas de fumée, et ils étaient donc très précieux pour chauffer les maisons antiques, dépourvues de véritables cheminées, et qui employaient, bien entendu, des braséros. Ces particularités expliquent qu'on ait systématiquement brûlé les grignons dont les restes carbonisés sont un solide indice de la présence d'huileries dans la région. Ainsi, le tamisage à l'eau des sédiments archéologiques lors d'une fouille d'une installation artisanale est une pratique essentielle. Dès le Minoen moyen 1A, par exemple, à Chama-Lévry, en Crète occidentale, ce sont les noyaux d'olive écrasés et carbonisés qui attestent la production d'huile en quantité notable. Toutefois, les grignons n'étaient pas utilisés que dans les huileries. Dans les faubourgs d'Acarnès, près d'Athènes, les grignons étaient employés par des potiers pour chauffer leurs fours dans la deuxième moitié du IIIe siècle de notre ère. À l'époque romaine, les grignons représentaient un combustible apprécié et ils étaient inclus dans les héritages. Selon le digeste, en 32-55-1, on trouve parmi les bois qui peuvent être transmis par héritage, on trouve donc les noyaux d'olive, et voici ce que dit le digeste. Il est donc dit qu'Ophilius inclut parmi les bois susceptibles d'être légués tout ce qui peut se brûler, aussi bien les baguettes, les charbons de bois, les noyaux d'olive, lesquels ne peuvent être utiles à rien d'autre qu'à être brûlés. Partout où il y a eu production d'huile, les grignons ont été employés pour chauffer des fours. À Pompéi, les fours de boulanger étaient chauffés à plus de 90% par des grignons, comme le montrent les travaux récents de Nicolas Montex et les analyses anthracologiques de Véronique Materne. Une étude morphométrique qui vient d'être réalisée par Claire Blanchet dans le cadre d'un mémoire dirigé par Jean-Frédéric Terral et qui s'appelle « Analyse morphométrique de noyaux d'olive carbonisés du site de Pompéi », un mémoire qui vient d'être rendu en 2016, on a pu étudier 448 noyaux d'olive qui étaient préservés donc dans ces cendres des boulangeries. Et cette étude a montré qu'on trouve de nombreuses variétés d'oliviers, dont une majorité de cultivars originaires de l'Orient ou de l'Occident de la Méditerranée, mais aussi des variétés d'olives originaires de Grèce, d'Asie mineure et de Syrie. Les Ptiminus, en Afrique du Nord, enfin en Tunisie, ce sont les ateliers de potiers qui étaient alimentés par des grignons, comme l'attestent d'ailleurs tous les ateliers d'Afrique du Nord et d'Espagne, qui étaient évidemment au moment de la saison de la fabrication de l'huile, qui étaient alimentés par les résidus des huileries. Et je vous renvoie à ce propos à l'ouvrage de Stirling, Mattingly et Ben Lazreg, intitulé « Les Ptiminus, a Roman Port City in Tunisia », paru en 2001 à la page 228 comme supplément au Journal of Roman Archaeology. Aujourd'hui encore, les potiers traditionnels, comme par exemple ceux de Trepsano, ici en Crète, chauffent toujours leur four avec les grignons d'olive, et dans la villa de Saint-Michel-à-la-Garde, centre d'un grand domaine oléicole, nous avons vu que les bains étaient chauffés grâce à ce combustible. On n'a conservé aucune mention de commerce d'amurca ou de grignons. Il est clair que les emplois étaient principalement liés aux travaux de la ferme et plus généralement de la villa,
Mais l'utilisation massive des grignons par des artisans boulangers et par des potiers implique certainement des formes de commercialisation à court rayon que jusqu'à présent nous ne pouvons appréhender faute de documents. En conclusion de cette première série de cours sur l'olivier et l'huile d'olive dans l'Antiquité, il convient de se poser la question de la place que tenait l'huile d'olive dans la consommation des ménages. Il faut bien admettre qu'on manque de sources pour répondre à cette question qui, de plus, appelle des réponses différentes selon les régions et selon les périodes. Pour les périodes récentes, les estimations varient énormément. De nos jours, où l'on n'utilise plus l'huile d'olive pour s'enduire le corps, ni pour les parfums, ni pour les lampes, et qu'on dispose d'autres gras, notamment des huiles de graines peu chères, et du beurre, évidemment, la consommation d'huile d'olive est basse. Les Français n'en consomment que 1,5 litre par an. Les Grecs restent les premiers consommateurs mondiaux, avec une moyenne de 20 litres par an. Mais au XVIIIe siècle, une famille crétoise consommait 240 litres d'huile par an, mais seulement 50 litres lorsqu'elle ne possédait pas elle-même des oliviers. De l'autre côté de la Méditerranée, en 1764, Marseille consommait 34 litres par personne et par an d'huile destinée à la table, à faire brûler ou aux lampes pour les églises. La consommation antique a donc dû être relativement élevée dans certaines régions de production, et l'élévation du niveau de vie s'accompagnait, comme nous l'avons vu, d'importations d'huile, notamment dans les grandes villes. En Judée, la Mishnah indique que lors de l'année sabbatique, un potier peut vendre 5 amphores d'huile, soit entre 100 et 125 litres, parce que c'est la ration légitime pour une famille durant une année. Et vous trouverez ça dans le traité Chéwit 5.7. Pour la Grèce, Lynn Foxall, dans son ouvrage Olive Cultivation in Ancient Greece, paru à Oxford en 2007, a tenté des estimations, et vous trouverez cela, page 86. Elle compte 25 à 35 kilos par personne et par an pour l'huile alimentaire et l'huile utilisée pour le corps. Pour les soins du corps, en effet, la consommation était nettement plus importante que nous pourrions le penser rétrospectivement. S'enduire le corps était recommandé comme pratique de santé, notamment en hiver, et il y avait une obligation sociale d'aller au gymnase et au bain. Les hommes devaient employer au moins 25 à 50 millilitres d'huile pour s'enduire. Si on compte 4 jours par semaine, cela représente entre 5 et 10 litres d'huile par an. Si les femmes consommaient ne serait-ce que 30 millilitres par semaine, cela représentait là aussi un minimum de 1,5 litre par an uniquement pour les soins du corps. Ces onctions sont une donnée fondamentale en Grèce car elles sont socialement connotées. Il fallait s'enduire d'huile, si possible parfumée, pour le symposium, pour les exercices au gymnase. Et nous avons vu plus haut l'insistance de Pyrrhon auprès de son patron Zénon pour obtenir une allocation d'huile pour son fils afin qu'il se rende dignement à la palestre. Il ne s'agissait pas de perdre la face. Une forte consommation d'huile soulignait un haut statut social. C'était un constituant clé de l'identité, un statut symbole. Nous avons expliqué plus haut l'évolution de la charge de gymnasiarque qui, à partir de la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, prit en charge la fourniture d'huile aux jeunes gens fréquentant le gymnase, et c'était donc ce qui était un signe fort de distinction qui signait l'appartenance à la communauté des Hellènes libres, et notamment par rapport aux barbares, bien entendu. Donc je n'ai pas de doute qu'un besoin social si fort faisait que dans les familles, on devait épargner, si besoin était, sur l'huile destinée à l'alimentation ou aux lampes pour en disposer suffisamment pour pouvoir paraître à l'extérieur et notamment à la palestre. Il faudrait donc compter un minimum de 1,5 litre d'huile par femme et par an pour le bain et 5 à 10 litres pour un homme pour le bain à la palestre, c'est-à-dire
au minimum 10 à 20 kilos par maisonnée, rien que pour ses soins du corps. La consommation d'huile pour les lampes est plus difficile à estimer. On ne sait si on allumait des lampes à huile tous les soirs. En comptant 0,5 litres d'huile par banquet, et en estimant, disons, pour 2 soirs, ça ferait dans les 80 à 110 kilos d'huile par an. Enfin, il y avait aussi une consommation moindre, mais certainement coûteuse, d'huile chargée de senteurs aromatiques employées comme médicament. Au total, la consommation d'une maisonnée aisée pourrait être de l'ordre de 200 à 300 kilos par an chez les Grecs de la grande époque, c'est-à-dire chez les riches qui pouvaient se les permettre. Ces chiffres élevés expliquent que certaines cités grecques aient été contraintes d'importer de notables quantités d'huile et donc d'organiser cet approvisionnement qui était absolument nécessaire à assurer leur statut. C'est un signe extérieur de grécité, si on peut dire. Alors on pourrait multiplier les exemples en montrant des différences énormes selon les lieux, les époques, les conditions économiques et sociales. Pour l'époque romaine, une liste de commissions trouvée à Pompéi montre que dans certains ménages, l'huile était achetée au jour le jour, au fur et à mesure des besoins. En général, 1 livre quotidiennement. Le document que nous voyons ici, qui est une inscription publiée au CIL 4 5380, donne le détail des dépenses d'un ménage de 2 adultes libres et d'un esclave pour une période de 9 jours. Sur 225 as dépensés, l'huile représente 45 as, c'est-à-dire 20% des dépenses, à l'égal du pain, qui compte pour 46 as, et loin devant le vin. Cette famille pompéienne de 3 personnes a donc dépensé 45 as en 9 jours pour ses achats d'huile. Au prix moyen à Pompéi en 79 de 4 as pour 1 livre d'huile, ça serait donc 11,25 livres d'huile qui ont été achetés, soit près de 4 litres, qui auraient donc été achetés et utilisés au cours de cette période. Si on extrapole à l'année, les chiffres donnent une moyenne de 50 litres par personne, ce qui est beaucoup. Mais on ne peut pas fonder une règle sur ce cas isolé, car d'une part, on ne sait pas comment aurait évolué la consommation durant le reste de l'année, et d'autre part, d'autres listes, comme l'inscription CIL 4 8566, donnent une place bien moindre à l'huile et logiquement bien plus grande au vin, et puisque là, on a, comme vous le voyez, un achat pour 1 as d'huile et pour 4 as de vin. La consommation des ruraux oléiculteurs et des habitants privilégiés de certaines villes, telles que Rome et Constantinople, devait être toutefois assez élevée par rapport aux standards actuels. Antoinette Hénard, dans un article intitulé « L'approvisionnement alimentaire de Rome à la fin de la République et au Haut-Empire », paru dans Pallas, la revue de l'Université de Toulouse, numéro 55 en 2001, a tenté une estimation de la consommation minimale des habitants de Rome sous le Haut-Empire à partir des données du Monte Testaccio, qui est formé, comme nous l'avons vu au cours des cours précédents, de plus de 50 millions d'amphores à huile provenant principalement de Bétique, c'est-à-dire d'Espagne méridionale. Étant donné la durée d'utilisation de cette décharge, environ 250 ans, étant donné qu'une partie des amphores de Bétique se trouve aussi dans les couches archéologiques de la ville elle-même, ou qu'elles ont été concassées pour faire du béton, et étant donné que la population de la ville, qui peut être estimée entre 800 000 et 1 million d'habitants, on pourrait avoir une consommation de l'ordre de 13 à 20 litres d'huile par an et par personne. Si le calcul est juste, cette quantité est à majorer, car toute l'huile ne venait pas de Bétique ou d'Afrique. Nous avons vu qu'une part de l'approvisionnement de la ville de Rome était fournie par des producteurs de laitrerie et du latium, voire d'Apulie, qui livraient leurs huiles dans des outres. L'estimation est aussi une moyenne, prenant en compte les pauvres non-citoyens qui devaient consommer très peu. Mais même avec ces biais, le chiffre donne une estimation du minimum de la consommation urbaine des populations privilégiées des pays méditerranéens.
En revanche, les montagnards, les populations de la Gaule, de la Bretagne, de la Germanie, de la Pannonie, celles de l'intérieur de l'Asie mineure, ne devaient utiliser de l'huile d'olive que par exception, leur fond de cuisine restant le gras animal, le lard et le saindoux, et ils devaient utiliser toutes sortes d'autres huiles pour les usages extérieurs. En résumé, toutes les estimations dont nous disposons pêchent par leur partialité, et je suis très sceptique sur la possibilité d'extrapoler des chiffres de consommation au niveau de l'Empire sur les rares bases dont nous disposons. Les marges d'erreur sont beaucoup trop grandes et elles s'accumulent. Quelle consommation en ville, quelle consommation chez les riches, quelle consommation à la campagne, quelle consommation dans les montagnes, qu'est-ce qu'on faisait en lyonnaise par rapport à l'Afrique, combien y avait-il d'habitants dans les villes et combien y en avait-il dans l'Empire. Nous ne sommes sûrs d'aucun de ces chiffres. Et finalement, c'est encore Rome qui permet la meilleure approche. Au IIe siècle, la consommation moyenne par habitant privilégié, si l'on en croit les chiffres de Rome, devait excéder les 20 litres par an et peut-être jusqu'à une trentaine de litres d'une huile qui était fournie principalement par l'administration impériale. Nous arrivons à la fin de notre premier cycle de cours sur l'huile d'olive, qui était consacré cette année aux questions thématiques, c'est-à-dire comment on fait l'huile, comment on l'utilise et comment on la commercialise. Et dans une année prochaine, je reprendrai l'ensemble des cartes de façon chronologique et nous partirons de la protohistoire pour aller jusqu'à la fin de l'Empire romain en essayant de voir comment évoluent à la fois les zones de production et les zones de consommation à travers ce que l'on en sait par les fouilles des installations oléicoles et par les traces que laisse le commerce, essentiellement à partir des amphores, en gardant à l'esprit, comme je l'ai dit et répété, que les amphores ne sont que la pointe d'un iceberg et nous renseignent que très partiellement sur les flux commerciaux. Il faut donc, là encore, garder beaucoup de prudence. Merci.